Elle avait 90 ans, et pourtant son regard n'avait rien perdu de cette énigme qui l'avait accompagnée tout au long de sa vie. Un regard profond, comme un miroir voilé, où se lisait la douceur des souvenirs et l'amertume des blessures. Dans un salon feutré, les rideaux tiraient une lampe, diffusaient une lueur tamisée. Elle allumait une cigarette, et la fumée s'élevait lentement en dessinant des arabesques éphémères dans l'air immobile. Face à elle, un magnétophone ronronnait doucement prêt à recueillir des confidences qu'elle n'avait jamais formulées à voix haute. Anouk aimait la Lola de Jacques Demy, la muse sombre de Fellini, l'héroïne éternelle de Claude Lelouch, avait traversé plus d'un demi-siècle de cinéma comme une apparition fragile et souveraine. Sur l'écran, elle fut la femme insaisissable, celle dont le silence parlait plus fort que les dialogues, celle qui imposait une aura de mystère au milieu du tumulte des images. Le monde l'avait célébrée, encensée, immortalisée. Mais derrière le marbre de son visage, derrière l'élégance qui semblait intacte, il y avait aussi les fissures, car l'écran ne montre pas tout. Derrière chaque triomphe se cachent des humiliations muettes, des colères étouffées, des rancunes trop longtemps tues. À cet âge où l'on n'a plus rien à perdre, ni à prouver, elle accepta enfin de lever le voile. Non pas dans un éclat de vengeance, mais dans un souffle tranquille presque détaché. Ces mots ressemblaient à des aveux tardifs lourds de mémoire, mais débarrassés de la fureur. La vie est faite de visages que l'on embrasse et d'ombres que l'on évite, murmura-t-elle. Et aujourd'hui, dans ce clair-obscur où chaque vérité semblait trouver sa place, Anouk aimait, accepta de les nommer 5 artistes qu'elle n'a jamais pu supporter. Numéro 1, Federico Fellini, Rome 1960. La ville vibrait au rythme d'une effervescence nouvelle, et au cœur de ce tumulte surgit une rencontre qui allait marquer Anouk aimée pour la vie. Federico Fellini, cinéaste démesuré et visionnaire, l'avait choisi pour incarner Maddalena dans la Dolce Vita. Ce rôle allait non seulement bouleverser sa carrière, mais aussi laisser en elle une cicatrice intime. Au premier regard, elle fut fascinée par l'homme. Fellini semblait pouvoir transformer n'importe quelle ruelle en théâtre, n'importe quelle nuit en éternité. Il avait ce magnétisme rare, celui des créateurs qui imposent leur univers comme une évidence. Anouk, habituée à travailler dans l'intériorité, se retrouva happée dans un monde baroque excessif où chaque détail prenait des proportions démesurées. Derrière l'exubérance et l'humour Fellini cachait une autorité absolue. Sur le plateau, sa voix dominait ses gestes, dictait chaque nuance, comme si les corps et les visages de ses acteurs n'étaient que les instruments d'une partition qu'il jouait seul. Elle se souvenait de ces indications étranges lancées comme des incantations. Tu es une statue qui respire, avance comme un rêve qui se déchire. Ces formules poétiques l'envoûtaient autant qu'elles l'écrasaient. Elle tentait de suivre, mais se sentait disparaître derrière une image qu'il sculptait à sa place. Le malaise éclata un soir sur la Via Veneto reconstituée. Elle osa proposer une nuance, une inflexion plus douce de voix. Fellini s'arrêta net, la fixa, puis déclara devant toute l'équipe « Ici, c'est mon film, pas le tien ». Cette phrase, lancée comme une gifle, résonna en elle comme une condamnation. Elle comprit que l'homme qu'il avait choisi pour son mystère ne voulait pas de son âme, mais seulement de son image. Chaque scène devint alors une épreuve. Le succès planétaire de la Dolce Vita propulsa Anouk au rang d'icône, mais derrière ce triomphe se cachait une solitude glaciale. Partout on la présentait comme la muse française de Fellini. Une formule flatteuse pour la presse, mais insupportable pour elle, elle n'était pas un ornement dans le théâtre d'un autre. Elle était une actrice avec ses intuitions, ses silences, sa profondeur. Quand Fellini lui proposa de retravailler ensemble, elle hésita longuement, puis déclina. Elle retrouvait dans sa voix chaleureuse la même emprise, la même volonté de posséder. Il ne voyait en elle que Maddalena, l'éternelle, et non la femme qui cherchait d'autres chemins. Impossible d'oublier cette phrase terrible « Ici, c'est mon film, pas le tien ». Et pourtant, elle ne renia jamais son admiration pour son génie. De loin, elle suivait ses œuvres fascinée mais amère. Elle reconnaissait son talent incomparable mais savait qu'elle n'y aurait plus de place. Lorsqu'ils se croisaient dans les festivals, Illier l'appelait toujours « Ma Maddalena ». Elle souriait poliment mais son cœur se serrait. Derrière l'hommage, elle entendait la prison. Avec le temps, cette blessure se transforma en rancune discrète. Elle ne l'attaqua jamais publiquement, mais au crépuscule de sa vie, quand on lui demanda quels artistes elle ne pouvait pas voir en peinture, son nom surgit naturellement. Fellini fut à la fois son tremplin et sa cage, son triomphe et sa douleur. Pour le monde, il demeura un maître. Pour elle, il resta cette lumière éclatante qu'il avait illuminée, mais en la brûlant. Il m'a offert une éternité, mais il a volé mon souffle. Numéro de Marcello Mastroianni, il incarnait l'Italie entière dans un sourire. Marcello Mastroianni, avec son allure élégante, sa voix douce et son ironie tendre, séduisait partout où il passait. Sur l'écran, il devenait l'amant idéal, le compagnon de toutes les passions,
un homme dont le charme semblait effacer les ombres. Pour le public, il était la légèreté faite chair. Pour Anouk Aimée, il devint au fil du temps une source de malaise, presque une blessure. Ils se croisèrent souvent dans les cercles romains, sur les plateaux de tournage, dans les soirées animées de la Via Veneto. Chaque fois, il arrivait avec cette désinvolture brillante, comme si tout devait se plier à sa séduction. Là où Anouk cherchait la concentration, Marcello choisissait la plaisanterie. Entre deux prises, il racontait des anecdotes, provoquait des éclats de rire, détournait l'attention. L'équipe l'adorait. Elle plongeait dans son rôle, se sentait trahie par cette légèreté qui brisait le fil de son intensité intérieure. Pour elle, le cinéma relevait presque d'une liturgie intime, un acte grave où chaque geste portait une vérité. Pour lui, c'était un terrain de jeu où l'élégance suffisait à masquer les failles. Cette différence de rapport à l'art engendra une distance impossible à combler. Un soir, après une projection, il se pencha vers elle et dit d'un ton faussement galant « Tu es trop mystérieuse, Anouk. Les hommes aiment les énigmes, mais seulement quand elles acceptent de se laisser déchiffrer. » Elle esquissa un sourire poli, mais ses mains se crispèrent sous la table. Dans cette phrase se logeait tout ce qu'elle détestait, la réduction d'une femme à un simple jeu, le refus de prendre au sérieux sa profondeur. Peu à peu, elle commença à l'éviter. Dans les festivals, elle se tenait à distance. Les photographes guettaient un cliché complice, mais derrière son sourire figé, il y avait qu'une froideur polie. Chaque rencontre confirmait le décalage, il brillait trop toujours en représentation, incapable de voir la gravité des autres. Un jour de tournage, elle dut jouer une scène dramatique à ses côtés. Le silence était lourd, la caméra prête à saisir chaque frémissement. Au moment crucial, il lui lança un regard espiègle, presque moqueur. Le réalisateur, séduit par cette étincelle, conserva la prise. Le public n'y vit qu'un supplément de charme. Mais pour Anouk, ce fut comme un vol, on lui avait arraché l'intensité qu'elle voulait offrir. En quittant le plateau, elle sentit une brûlure qu'elle n'oublia jamais. Les années passèrent sans effacer ce malaise. Elle ne parlait pas de haine, mais d'une incompréhension fondamentale. Elle reconnaissait le talent unique de Mastroianni, sa présence incomparable. Pourtant, elle ne pouvait supporter cette désinvolture qui vidait les choses de leur densité. Lorsqu'on lui demandait plus tard ce qu'elle pensait de lui, elle se contentait de phrases sibyllines, presque poétiques. « Il brillait trop pour me voir ». C'était sa façon de résumer cette fracture invisible. Pour le monde, il restera toujours l'astre charmeur, l'homme au sourire irrésistible. Pour elle, il demeura une déception persistante, une ombre jetée sur une admiration inachevée. Numéro 3, Jeanne Moreau. Dans les années 1960, le cinéma français semblait dominé par deux visages que la presse adorait opposer, Jeanne Moreau et Anouk Aimée. Deux actrices d'exception, deux styles radicalement différents. Moreau, avec sa voix grave et sa sensualité incandescente, incarnait la passion à vif. Aimée, avec sa silhouette distante et son mystère impénétrable, devenait l'élégance mélancolique. On les érigeait sur deux piédestaux, mais au fond, c'était le même royaume qu'elles occupaient. Les comparaisons incessantes devinent rapidement des blessures. Au festival de Cannes ou de Venise, dès qu'elles entraient dans la même salle, les photographes s'agitaient, espérant capter une complicité, une poignée de main, un échange. Mais leur regard se détournait aussitôt. Pour le public, cela passait pour de la pudeur. Pour Anouk, c'était un mur invisible. Elle n'oublia jamais une conférence de presse où un journaliste lui demanda brutalement « Comment vous situez-vous face à Jeanne Moreau ?» Elle répondit calmement « Je ne me situe pas ». Mais cette question la blessa profondément. Pourquoi fallait-il toujours les comparer comme si l'une devait effacer l'autre? Cette rivalité imposée l'empêchait d'exister pleinement, réduisant son identité à un simple miroir. Avec les années, cette tension se transforma en froideur durable. Anouk n'avait jamais cherché le conflit, mais elle savait qu'aucune rencontre ne pourrait dépasser ce jeu cruel d'opposition. Chaque apparition côte à côte devenait un spectacle silencieux pour les spectateurs de Rennes condamnés à ne jamais partager la même couronne. Elle se souvenait d'une soirée parisienne où elles furent réunies dans un salon mondain. Tous attendaient un mot, un sourire, un signe de rapprochement. Mais chacune resta figée dans son cercle, évitant soigneusement l'autre. Le silence pesa plus lourd qu'une dispute. Les témoins parlèrent d'un duel invisible, transformé aussitôt en légende. Les photographes réussirent parfois à les placer côte à côte. Une image célèbre fit le tour des journaux, Jeanne Moreau, intense, flamboyante, et Anouk Aimée distante, presque absente. On parla d'un affrontement de regards. Mais derrière la photo, il y avait un malaise pesant. Au soir de sa vie, lorsqu'elle évoqua Jeanne Moreau, Anouk Aimée resta respectueuse, mais ces mots portaient l'amertume de décennies. Elle admirait son intelligence, sa force, son audace, mais elle ajouta simplement « Nous étions comme deux continents trop proches pour s'ignorer, trop différents pour se rejoindre. Ce n'était pas une haine, mais une impossibilité d'exister ensemble. » Une fracture imposée par le regard des autres
devenue au fil du temps une blessure intime. Et pour cela, dans ses confidences tardives, le nom de Jeanne Moreau surgit parmi ceux qu'elle ne pouvait pas voir en peinture. Numéro 4, Claude Lelouch. Pour le grand public, Claude Lelouch fut l'homme qui offrit à Anouk Aimée l'un de ses plus beaux triomphes. Un homme et une femme Palme d'Or à Cannes en 1966, fit d'elle une star mondiale. Le visage d'Anouk, encadré par ses cheveux sombres et illuminé par la mélodie de Francis Lay, devint le symbole universel du romantisme au cinéma. Lelouch jeune, cinéaste audacieux, trouva en elle une incarnation parfaite de son héroïne. Au début, leur rencontre ressemblait à un miracle. Après les blessures laissées par Fellini, elle retrouvait une complicité sincère, une liberté nouvelle. Sur le plateau, elle découvrit un réalisateur moins autoritaire, plus attentif, qui semblait célébrer ses silences et ses fragilités. Ce fut comme une renaissance artistique. Elle crut voir en lui, non pas un maître, mais un partenaire. Mais ce qui commença comme une alliance lumineuse, se mua rapidement en prison dorée. Grisé par le succès planétaire, Lelouch ne cessa de revenir à cette image fondatrice. Chaque projet, chaque idée semblait n'être qu'une variation de un homme et une femme. Pour lui, Anouk Aimée restait éternellement Anne Gauthier. Pour elle, c'était une réduction insupportable. Elle se souvenait d'un dîner où il lui raconta avec enthousiasme un nouveau scénario. Encore une histoire d'amour mélancolique, encore une héroïne semblable à Anne. Elle écouta poliment, mais sentit une lassitude peser sur ses épaules. Elle n'était plus une actrice libre, mais une image figée dans un souvenir que Lelouch refusait de laisser mourir. Vint alors la désillusion. Derrière la tendresse apparente, elle devinait une appropriation. Lelouch n'entendait pas son désir d'évasion, il voulait préserver un mythe. Leur collaboration continua pourtant. 20 ans plus tard, il réunit Anouk et Jean-Louis Trintignant pour tourner Un homme et une femme, 20 ans déjà. Tout semblait réuni pour ranimer l'émotion d'autrefois. Mais en lisant le scénario, elle comprit qu'il ne s'agissait que d'une répétition. Les dialogues, les gestes, les regards semblaient copiés sur ceux du passé. Sur le plateau, elle joua avec professionnalisme, mais en elle, quelque chose se brisa. Elle avait l'impression de se regarder dans un miroir qui refusait de vieillir. Plus tard, elle confia « Lelouch ne filme pas l'avenir, il filme ses souvenirs ». Cette phrase résumait son désarroi. Pour les spectateurs, ce fut un moment de grâce, une nostalgie émouvante. Pour elle, c'était une douleur voir sa carrière réduite à une seule histoire, un seul visage, une seule musique. Lelouch, dans son enthousiasme, ne se rendait pas compte qu'il enfermait son actrice dans une cage dorée. Elle lui en voulut doucement, presque silencieusement. Elle l'aimait pour ce qu'il avait créé, mais lui reprochait de l'avoir privé de liberté. Avec le temps, cette gratitude mêlée de rancune se transforma en certitude. Claude Lelouch prit place dans sa mémoire comme l'un de ceux qu'elle ne pouvait pas voir en peinture. Non pas parce qu'il avait blessé volontairement, mais parce qu'il avait volé sa possibilité d'exister autrement. Il lui avait offert l'éternité d'un rôle, mais en lui ôtant le droit de se réinventer. Numéro 5, Jacques Demy. En 1960, et un Jacques Demy offrit à Anouk Aimée un rôle qui allait marquer durablement sa carrière, celui de Lola. Dans ce film, fragile et poétique, le jeune cinéaste voyait en elle l'incarnation parfaite de la mélancolie et du rêve. Pour la première fois, Anouk se retrouva au centre d'une œuvre qui mêlait réalisme quotidien et grâce intemporelle. Elle fut séduite par cette atmosphère de port brumeux, par cette tendresse mêlée de solitude qui résonnait comme une chanson inachevée. Mais derrière la douceur apparente de Demy se cachait une exigence sévère. Il contrôlait chaque détail, chaque geste, chaque inflexion de voix. Là où Anouk aurait voulu laisser parler son instinct, il la ramenait toujours à son idée précise du personnage. Plus léger, disait-il, comme une mélodie qui devait continuer malgré la tristesse. Elle obéissait bien sûr, mais en elle grandissait une frustration sourde. Peu à peu, elle eut l'impression que Lola lui échappait. Comme si ce rôle qu'on admirait tant n'était pas vraiment le sien, mais celui d'un rêve imposé par un autre. Les critiques saluèrent sa performance, louant son mystère et sa fragilité. Pourtant, Anouk en garda un souvenir amer. Elle avait donné beaucoup sans jamais avoir le sentiment d'exister vraiment. Dans ses confidences tardives, elle décrivit cette expérience comme une contradiction douloureuse. Demy avait su capter ses silences, mais il avait refusé d'entendre sa voix. Derrière l'élégance poétique du film, elle conservait la sensation d'un enfermement subtil. Le film brilla, mais la collaboration laissa une cicatrice discrète, celle d'avoir été magnifiée sans être écoutée. Après le succès de Lola, beaucoup imaginèrent qu'elle deviendrait l'égérie de Demy comme Catherine Deneuve le fut plus tard pour ses comédies musicales. Pourtant, il n'y eut jamais de seconde collaboration. Elle s'en tint éloignée avec une fermeté polie. Lorsqu'on lui demanda des années plus tard si elle aimerait retravailler avec Demy, elle répondit simplement « Non, une fois suffit ».
Cette phrase laconique cachait une rancune profonde. Elle reconnaissait son talent, admirait sa poésie, mais elle ne voulait plus revivre cette sensation d'être façonnée de l'extérieur. Dans ses souvenirs, elle résumait leur relation par une image cruelle. Il filmait mes silences, mais il n'écoutait pas ma voix. Ainsi, si Lola resta une œuvre magnifique pour le public, il demeura pour elle le symbole d'une collaboration inachevée. Derrière le chef-d'œuvre, il y avait la blessure d'une actrice réduite à l'état d'icône privée de son souffle intérieur. Pour une femme qui cherchait toujours la liberté, ce fut une trahison douce, mais bien réelle. C'est pourquoi, dans le secret de ses confidences, le nom de Jacques Demy s'imposa naturellement. Non pas par haine, mais par refus de revivre ce sentiment d'enfermement. À 90 ans, Anouk Aimée se tenait comme une silhouette fragile, mais invincible entourée d'ombres et d'éclats. Elle n'avait jamais été de celles qui crient, qui se vengent ou qui cherchent le scandale. Son art, comme sa vie, résidait dans le silence. Pourtant, dans la sérénité de l'âge, elle osa prononcer les noms qu'elle avait gardés au fond de sa mémoire comme des pierres lourdes. Fellini, Mastroianni, Moreau, Lelouch, Demy. Autant de visages adulés du public, autant de blessures intimes. Pour elle, aucun d'eux n'avait été un ennemi déclaré, mais tous avaient laissé une trace indélébile l'emprise d'un maître qui réduit une femme à une image, la désinvolture d'un séducteur qui efface la gravité, la rivalité imposée par les autres, la cage dorée d'un cinéaste qui filme toujours le même souvenir, la poésie d'un créateur qui n'écoute pas la voix de son actrice. Ce n'était pas une liste de haine, mais une cartographie de cicatrices. Une manière de dire que la gloire s'écrit toujours en parallèle avec des blessures invisibles. Chacun à sa manière avait contribué à son éclat tout en lui imposant une solitude muette. Ainsi va la vie d'artiste, triomphe éclatant et désillusion silencieuse, admiration publique et rancune secrète. En révélant ces noms, elle ne cherchait pas à régler des comptes, elle offrait simplement un fragment de vérité, comme on entr'ouvre une porte longtemps restée close. Comme pour rappeler que derrière l'icône, il y a une femme avec ses colères, étouffer ses rancunes discrètes et ses blessures invisibles. Peut être que le silence finalement avait toujours été une réponse. Je ne les ai pas haïs, je les ai effacés.